Bien, je suis ravie de participer à ce colloque, ravie qu'il se soit organisé. Je tiens à remercier mes collègues copilotes, la Ligue et toutes les personnes qui ont permis que ce colloque se fasse. Remercier aussi l'institution au nom de laquelle je travaille, qui depuis 2003 a vraiment essayé de s'ouvrir et de se rendre le plus possible accessible aux minorités sexuelles. En l'occurrence, à l'époque, c'était avant tout aux femmes homo et bisexuelles. C'est parti d'une initiative personnelle, comme c'était souvent le cas à l'époque. Il fallait que des personnes se mouillent pour que des publics minorisés soient pensés et mieux pris en charge. Et donc, je remercie mon institution. Voilà, j'ai déjà la bouche sèche, ça commence bien. Donc, mon intervention d'aujourd'hui, est-ce que vous avez le titre? Ah oui. Maman, papa, docteur, et puis plein d'autres encore. J'ai quelque chose à vous dire. Biffer la mention inutile. Ou utile. Bon. On a décidé au niveau du comité de pilotage de rentrer dans la clinique. Et on a proposé qu'on puisse, pour les personnes qui ont moins l'habitude de travailler auprès de minorités sexuelles, de passer en revue certains moments clés des parcours psychosociaux des différentes minorités sexuelles, parce qu'elles sont très différentes, même si elles ont parfois des points communs dans les difficultés qu'elles vivent. Donc c'est ce que je vais faire au travers de la porte d'entrée des coming out, et vous verrez pourquoi j'en parle au pluriel et pas au singulier. Et puis on verra aussi en quoi les coming out peuvent être importants auprès des professionnels de la santé que nous sommes. Coming out des patients, mais peut-être pas que des patients. Donc, je bois un coup. Je n'ai pas noté à quelle heure j'ai commencé, donc je ne sais pas. Je serai d'abord. Oui, mais ça ne m'arrange pas. 47. Ok. Donc, en tant que personne LGBTQI, les moments de coming out s'opèrent à plein d'endroits, dans les sphères familiales, amicales, scolaires, professionnelles, mais aussi auprès des professionnels du soin. Et donc, je vais essayer de traverser, et de visiter un petit peu ce qu'on peut voir comme coming out dans les espaces que j'appellerais extra-communautaires, c'est-à-dire en dehors de la communauté LGBT, mais aussi intracommunautaires. Alors, ce mot vient de l'anglais, littéralement, ça veut dire sortir du placard. D'ailleurs, en français, on dit aussi, on disait, ou on dit encore, je sais pas, il est ou elle est au placard. C'est le placard de la honte de soi, du déni de soi et du secret aux autres. Il s'agit de l'annonce volontaire de son orientation sexuelle ou de son identité de genre à autrui. À ne pas confondre avec le dévoilement des mêmes éléments, pas à autrui, faire l'outing de quelqu'un, outer quelqu'un, dans l'objectif de lui causer du tort, en dénonçant son identité de genre ou sa sexualité qu'on condamne. Donc, le coming out, est-ce qu'il y aurait un mode d'emploi? Évidemment que non. La démarche est personnelle et propre à chacun, et aucunement obligatoire. Guillaume l'avait déjà soulevé, mais j'insiste là-dessus. Alors, même si tous les coming out sont différents, on peut quand même retrouver divers registres dans la démarche. D'abord, il y a l'aspect de soi à soi. Il faut se nommer soi-même, trouver les bons mots pour se définir au-delà de l'insulte, on en a beaucoup parlé ce matin, s'identifier, digérer l'éloignement de la norme, lutter contre les préjugés transphobes et hétérosexistes qu'on a parfois profondément en soi. Cette capacité à se nommer, elle dépend aussi du fait de pouvoir se penser dans l'espace social et dans la langue. Et pour se référer à un concept, il faut savoir qu'il existe. D'où parfois l'errance que certaines personnes peuvent vivre avant de pouvoir nommer, trouver les mots qui leur conviennent pour pointer ce qui fait leur différence en matière ou d'identité de genre ou bien d'orientation sexuelle. Alors l'accès aux mots pour se nommer est totalement différent au travers des générations. Les jeunes d'aujourd'hui ont accès beaucoup plus facilement que leurs aînés via le web notamment, à un tas de notions qui permettent à certains de se penser un peu plus vite et dans une moindre solitude. Nous n'avons pas eu cette chance, nous qui sommes nés avant l'avènement d'Internet. Oui. Ça me permet de vous dire quand même que je ne me suis pas située, donc
j'ai 50 ans, je pense que c'est important de le dire parce que ça me permet d'avoir quand même un petit recul sur ma clinique. Je suis une femme, donc si vous voulez vous adresser à moi, vous pouvez utiliser le pronom elle, et je suis moi-même intéressée par les questions LGBT. Voilà, ça c'est dit au cas où vous aviez des doutes. Donc, le coming out que je viens de faire, de soi à soi, et puis de soi aux autres, ça y est. Et là, il s'agit de réfléchir à qui le partager. Faire la balance entre le confort relatif de l'invisibilité et de l'apparente appartenance à la norme, à moins de mettre des grands t-shirts très très visibles, versus l'inconfort de la prise de risque d'un jugement, d'un rejet ou d'une rupture. Ça, c'est très important. Il faut accepter que l'autre puisse avoir besoin de temps pour digérer, intégrer la nouvelle, notamment du côté des parents. C'est important de rappeler aux jeunes, s'ils vous consultent, que si eux ont mis du temps, eh ben, il faut peut-être aussi donner du temps à leurs parents. Et puis aussi, dans le coming out aux autres, il faut accepter que le partage du secret puisse nous échapper si on décide de commencer à le faire. Alors pourquoi faire un coming out, vous me diriez? En tant qu'hétéro, j'ai pas à dévoiler mon hétérosexualité. Pourquoi est-ce que les homos auraient-ils ou elles à le faire? Je parle des homos, mais c'est pour toutes les minorités sexuelles. Je pense qu'il y a une forme de naïveté chez les personnes non minoritaires à penser qu'elles ne dévoilent jamais leur orientation sexuelle. Elles passent leur temps à faire leur coming out. Bah, c'est pas un coming out parce qu'il n'y a pas de honte à être hétéro, mais elles passent leur temps à parler d'elles-mêmes. Dans toute interaction anodine, au travail, chez le médecin, dans un formulaire d'inscription du petit à un stage, elles dévoilent leur vie privée, de couple ou familiale, sans crainte de le faire et souvent même sans s'en rendre compte. En tant que minorité de gens homosexuels, je dirais sexuels comme l'a dit Guillaume pour ne pas répéter, il faut aussi apprendre à réagir aux réactions parfois très intrusives quand on annonce son identité de genre ou son orientation sexuelle. Es-tu vraiment sûre de toi? Aux lesbiennes. As-tu déjà essayé qu'un homme? Tu n'as sûrement pas connu le bon. Comme si on demandait aux hétéros s'ils avaient expérimenté une relation homosexuelle pour être sûrs d'eux. Autre réaction. Tu es trop jeune pour savoir. Ou tu es trop vieux. C'est trop tard. C'est une mode, une phase. Réaction très fréquente à propos des personnes trans ou non-binaires. Je pense que la question c'est un petit peu à basculer. Avant c'était les homosexuels qu'on accusait de suivre la mode. Aux personnes trans, ben, ça se voit pas pourtant. Ou bien tu es très réussi, comme a dit Marie. As-tu fait l'opération, au singulier évidemment? Si c'est pour avoir un partenaire du même genre que toi, à quoi bon avoir fait une transition? Voilà, toutes des petites choses qu'on peut adresser aux personnes et qui peuvent à un moment donné peser. Alors pour les minorités sexuelles, il s'agit de poser l'intérêt donc d'un coming out à chaque nouvelle rencontre. Est-ce que ça vaut la peine de me dévoiler? Est-ce qu'il vaut mieux profiter de la présomption d'hétérosexualité ou de cis-identité, c'est-à-dire de ne pas être transgenre? Et la transparence à propos de soi doit-elle vraiment être appliquée en toutes circonstances? Rappelons qu'il existe une relative pression dans la communauté LGBT aussi à faire son coming out, sans mesurer qu'il n'est pas utile et libérateur pour tout le monde, ni dans toutes circonstances. Il y a donc une balance à faire entre liberté à être soi et le danger à être stigmatisé et discriminé, deux notions qui sont liées mais distinctes. La stigmatisation précède la discrimination et c'est important aussi de pouvoir distinguer par rapport à tous les publics qui constituent l'acronyme LGBTQIA+, le fait qu'il y a des discriminations qui se distinguent. C'est pas la même chose qui est mise sur les épaules, je dirais, des femmes lesbiennes ou bisexuelles, des hommes gays ou bisexuels, des personnes trans, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est le terreau de toutes ces discriminations, il y a un terreau en commun. Il y a aussi des grandes différences dans la manière dont ces discriminations s'opèrent. Et si on veut lutter contre les discriminations, par exemple, à l'égard des femmes lesbiennes, on ne doit pas faire la même chose que si on veut lutter contre les discriminations à l'égard des hommes gays, par exemple. Ça, c'est pour si jamais vous avez envie de faire des choses dans vos institutions. Alors, je vois bien. Ça me permet de passer à une théorie qui a été développée en 2003, qui s'appelle le modèle du stress minoritaire, qui a été proposé par Meyer et qui explique en fait pourquoi il y a cette plus grande prévalence des problèmes de santé mentale chez les publics LGBT que dans le reste de la population.
Ce modèle avance que les personnes qui font partie d'une minorité, pas que sexuelle d'ailleurs, mais raciale aussi, sont exposées à une source de stress supplémentaire que le groupe dominant ne connaît pas. Et je pense que Marie nous a malheureusement très très bien explicité comment les choses pouvaient se vivre. Ce stress supplémentaire, appelé stress minoritaire, tire sa source des préjugés, de la stigmatisation et de la discrimination auxquelles les membres du groupe font face. Alors il y a deux catégories de facteurs de stress. Les facteurs de stress objectifs, qui sont les réelles discriminations, violences, harcèlement, rejet, et puis subjectifs, qui dépendent de la perception qu'on peut avoir des premiers. On y retrouve l'anticipation d'événements stressants, la dissimulation de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle, et l'homophobie intérieure ou internalisée, ça dépend comment on l'appelle, et l'hétérosexisme intériorisé. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a subi un harcèlement homophobe à l'école, objectif, s'attendra à rencontrer d'autres interactions homophobes dans sa vie, ce qui pourra l'amener à essayer de cacher son orientation sexuelle, voire à finir par intégrer des images négatives à ce propos et rejeter sa propre identité. Cacher sa sexualité a un réel coût psychique au vu des efforts nécessaires et de la crainte que le secret soit percé. Les mécanismes s'appliquent évidemment aux personnes trans ou non-binaires. Chez les enfants, les jeunes trans, les facteurs de stress qu'on peut pointer sont les suivants. L'absence d'existence légale, le déni d'existence et les obstacles administratifs, le mégenrage, c'est-à-dire d'utiliser les mauvais pronoms et le mauvais prénom, qui genre souvent, les expériences d'intimidation, l'incompréhension des milieux de vie, très large, les conflits et les rejets au sein de la famille, les difficultés d'accès aux soins généraux de santé, le manque d'accès aux soins de santé d'affirmation de genre, l'absence de modèle positif d'identification, la souffrance face au corps accentuée par les changements à la puberté, la difficulté face aux réactions vis-à-vis de leur expression de genre, le fait de ne pas être pris au sérieux dans leur expression de genre, les difficultés à être acceptés dans les relations amoureuses et sexuelles et le manque de modèle relationnel. Tout autant de moments vécus comme des micro-agressions, répétées s'il en est, et des moments d'agression beaucoup plus avérés. Voilà. Donc, même si certains psy pensent que, en tant que personne LGBT, on est, je dirais, foncièrement malade ou dans une forme de pathologie, j'espère qu'il n'y a personne qui pense ça dans la salle, et je ne pense pas que vous auriez fait d'ailleurs la démarche de venir ici. Ce que je mets en avant là montre bien combien ce n'est pas l'identité de genre ou l'orientation sexuelle qui fait qu'on n'est pas bien, c'est bien la réaction du corps social, familial, professionnel qui fait qu'on peut à un moment donné souffrir. Voilà, j'ai fait un petit topo des difficultés vécues par les personnes LGBT. Si après, je pense qu'à un moment donné, quand les personnes commencent à faire leur coming out, eh bien elles passent une phase, leur coming out au pluriel, elles passent une phase où bien tout le monde est plus ou moins, je dirais, au courant. Eh bien ça reprend quand les personnes décident de fonder une famille LGBT. La question des coming out peut réapparaître quand les couples homo ont des enfants. Salvatore va en parler un peu plus demain, mais ça me semblait important d'en parler. À tout contact, en tant que mère homosexuelle d'un enfant ou d'une enfant, ou père homosexuel, à tout contact avec des instances administratives ou éducatives, de la crèche au stage extrascolaire, à chaque nouvel instituteur, à chaque inscription à la mutuelle, il faut déclarer et parfois retirer sur les formulaires d'inscription que l'enfant a bien deux mamans ou deux papas et se confronter à la méconnaissance ou à la maladresse des intervenants. Petit exemple, êtes-vous la vraie mère ? Sous-entendu, j'imagine que dans la tête de la personne qui adresse cette question, la vraie mère est donc bien celle qui a porté l'enfant, l'autre étant une fausse mère, ou je ne sais pas très bien comment la nommer. Ou alors, autre question aussi, êtes-vous la maman numéro 1 ou numéro 2 ? Ça, c'était un animateur à un stage qui ne croyait pas l'enfant, qui lui avait dit qu'il avait deux mamans, et qui, en rigolant, avait demandé à la personne qui venait chercher l'enfant si elle était la numéro 1 ou la numéro 2. Alors vous me dites, c'est pas grave. Et puis, si on décide de faire un enfant quand on est lesbienne, il faut bien un petit peu s'attendre à ça. C'est juste fatigant. C'est juste inutile et fatigant. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il en est du coming out dans les milieux traditionnels? Guillaume a un petit peu évoqué ça tout à l'heure. J'avais envie de passer par une loi qui a existé de 1994 à 2011 aux USA et qui s'appelait Don't Ask, Don't Tell. Ne demande pas, ne dis pas. C'est une politique adoptée dans l'armée qui consistait à assouplir l'interdiction faite aux non-hétérosexuels de s'engager dans l'armée en intimant à l'armée de ne pas se renseigner sur l'orientation sexuelle des recrues, avec pour contrepartie la discrétion attendue et demandée aux intéressés. Ne pas demander, ne pas révéler. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans certaines familles traditionnelles, d'origine étrangère notamment, mais je vous rappelle que les traditions, elles ne se retrouvent pas que chez les personnes d'origine étrangère. La NVA n'a pas pensé à faire une Pride à Woluwe Saint-Pierre, mais à mon avis, ça serait nécessaire aussi. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'il en est des coming out pour certaines personnes lesbiennes, bi, homo, d'origine étrangère? A contrario de la logique de transparence occidentale qui est la nôtre, pour qui il faut faire son coming out auprès de ses parents, de ses proches, pour être un homosexuel ou un trans qui s'assume, hein. L'enjeu d'un coming out aux proches, dans ce cas-là, ne porte pas sur l'annonce de l'homosexualité, mais plutôt sur le fait parfois de quitter le foyer parental sans être marié, ce qui est encore plus compliqué quand on est une femme que quand on est un homme. Dans un milieu où la sexualité est taboue, et surtout vis-à-vis des aînés, il est inenvisageable de parler de sexualité et donc d'homosexualité. Parler de sexualité, ça viendrait brusquer les codes, et encore plus avec les parents. Donc souvent, les familles en fait, se doutent de la différence de leur enfant, et elles cultivent une forme d'aveuglement ou de déni, comme ça, qui permet de sauver la face vis-à-vis du reste de la communauté. Je ne te demande rien, en contrepartie, je te demande la discrétion pour tout le monde. Dans cette logique, il est absurde de faire son coming out. Et l'enjeu de l'acceptation familiale et communautaire se porte en fait sur l'apparence célibat. Je voulais vous évoquer la situation d'un patient araméen d'une trentaine d'années que j'ai pu suivre quelques années, parce qu'il y avait beaucoup à travailler chez ce garçon. Donc les Araméens sont des chrétiens, lui était... comment dire, ses parents ont quitté la Syrie, c'est une minorité syrienne chrétienne. Donc pas musulmane, hein, parce qu'on a quand même l'art toujours de mettre sur les méchants musulmans le fait de dire que c'est les seuls homophobes. Et donc ce patient avait honte de dire à ses partenaires sexuels qu'il n'avait pas fait son coming out à ses parents à 30 ans. Les seules personnes avec qui il était un petit peu à l'aise et avec qui il y avait vraiment une possibilité de se comprendre, c'était avec ses amis, eux-mêmes issus de familles musulmanes, qui comprenaient très très bien la pression communautaire sur leurs épaules. Voilà, je vais faire un petit focus sur les enjeux spécifiques des coming out pour les personnes trans. Je pense que c'est important d'abord de rappeler qu'il y a des enjeux différents avant et après transition. Vous rappelez que la transition, ce n'est pas une activité, je veux dire, une démarche, qu'elle revêt différents aspects. Il y a l'aspect de la transition sociale auprès des proches, des partenaires, des amis, des familles, des collègues, et j'en passe. Une transition qui peut être administrative, qui par exemple permet la modification du pronom et de la mention de sexe sur les documents d'identité. Et la transition médicale, qui n'est pas une démarche médicale, mais bien une multitude de démarches facilitées ou pas par le corps médical. Donc 3 aspects qu'on ne doit pas faire en même temps et qu'on ne doit pas faire tous les 3 d'ailleurs. Donc avant transition, le coming out, il porterait plutôt... Bon, or si je raconte des conneries, tu corrigeras derrière. Avant transition, la question est d'évoquer son désir de transition, avec, vous imaginez bien, toutes les remarques de « mais est-ce que tu es sûr, tu ne crois pas que tu te trompes ?» enfin tout ça. Je pense que là, il est fondamental que les personnes aient fait leur coming out à leur entourage proche, en tout cas, avant de s'engager dans une transition médicale, parce qu'à un moment donné, leur corps va parler et ils pourraient se mettre en difficulté s'ils étaient quand même dans un secret complet. En tant que professionnel que vous êtes, si des coming out se passent mal,
C'est important d'accueillir les personnes et de les aider à soigner, je dirais, ces difficultés, ces traumatismes, d'analyser avec elles ce qu'elles auraient peut-être pu faire autrement, ou pas d'ailleurs, et aussi de réfléchir avec elles à ce qui leur échappera de toute façon. Dans certains contextes, école, travail par exemple, il est utile de revenir sur les aspects légaux, où on ne demande pas l'aval des collègues et du directeur si on peut ou pas faire sa transition. On peut peut-être juste le mettre au courant de lois qui permettent à chacun de changer des caractéristiques administratives, ce qui est quand même autre chose, je trouve. Voilà, ça c'est avant. Et puis après, comme s'il y avait aussi un moment, un instant T où on était après, mais où la question est ou pas d'évoquer la réalisation d'une transition. Et je pense que c'est important à ce moment-là de s'interroger, est-ce que c'est vraiment important de faire son coming out auprès de personnes non proches, d'un nouvel employeur par exemple, de nouveaux collègues, dans la mesure où le passing, c'est-à-dire le fait de pouvoir être vu dans le genre que l'on désire, est efficace. Beaucoup de personnes trans aimeraient ne plus avoir à dévoiler leur transition. Et je pense que c'est très important de respecter ça. Dévoiler sa transition à des personnes avec qui on n'a pas de lien intime ramène à chaque fois à la crainte d'une réaction transphobe. Dans des liens intimes aussi, mais on peut espérer que s'il y a de l'intime, il y a aussi de l'amour et que ça se passe différemment. Voilà. Au niveau des personnes non binaires, donc certaines personnes non binaires ou au genre neutre, elles doivent faire comme un double coming out. Elles doivent d'abord exprimer qu'elles ne se vivent pas dans le genre assigné, dans le genre qu'on leur a assigné à la naissance, et qu'en plus, cerise sur le gâteau, elles ont le toupet de ne pas se vivre dans le genre vécu d'en face, dans une vision très très binaire. Je mets des guillemets évidemment. Certains patients disent « Mes parents ont eu du mal à accepter que je désire transitionner, mais que cela soit vers un genre neutre ou non binaire, c'est vraiment incompréhensible pour eux. Si au moins je désirais être un homme, ils comprendraient mieux cela pour leur fille. » Voilà, donc c'est quand même un vécu particulier qui est parfois encore moins bien compris que si on est dans une logique qui reste un peu plus binaire en termes de transition. Combien de temps ? 10 minutes, ok. Bon, on a visité ce matin les enjeux de vécu intersectionnel. En matière de transition, j'ai juste envie de vous dire que pour certains hommes trans, donc quand je dis hommes trans, c'est bien le genre le genre d'arrivée, je ne sais pas comment dire, le vrai genre, merci. Donc pas le genre assigné à la naissance. C'est des personnes qui, tout d'un coup, donc pour les personnes racisées et trans, qui se prennent la violence policière, par exemple, dans la rue, tout un tas de choses qu'elles n'avaient jamais découvert en tant que femmes racisées. Et si vous voulez, je peux aussi, tout à l'heure, on peut aussi faire un focus sur le vécu spécifique des femmes trans racisées. Alors, je continue ma visite sur le territoire des coming out. Le coming out, c'est aussi celui des proches d'une personne LGBT. Évidemment, les parents doivent faire leur coming out à propos de l'orientation sexuelle de leur enfant, de l'identité de genre de leur enfant, avec la même homophobie, la même transphobie intériorisée, avec peut-être une petite culpabilité spécifique que j'ai pu observer chez certains parents, c'est de dire j'aimerais tellement accueillir mon enfant dans ce qu'il est ou dans ce qu'elle est, et je me sens tellement coupable de ne pas y arriver. Donc ça, c'est vraiment important aussi en tant que professionnel de pouvoir être là pour soutenir les parents qui sont parfois sous le choc parce qu'ils n'avaient pas prévu le fait de ne pas avoir un enfant hétéro et cisgenre. Enfin, non hétéro et cisgenre, pardon. Voilà, ça me permet de passer aux discriminations à l'interne des communautés LGBT, parce qu'elles ne sont pas plus malignes que le reste des autres groupes humains malheureusement. Je vais faire un petit focus sur la bisexualité, parce que je pense qu'on parlera assez bien de transphobie. Il y a beaucoup de préjugés à l'intérieur même de la communauté LGBT sur la bisexualité, d'ailleurs qui ressemblent assez fort aux préjugés qu'on retrouve en face dans les communautés, dans les groupes non minorisés. Alors ces préjugés proviennent d'une représentation stéréotypée et stigmatisante de la bisexualité qui est vue comme une phase qui mènerait à la vraie homosexualité.
c'est-à-dire donc nier complètement que des personnes sont bisexuelles et le restreindre sans que ça soit, comment dire, une phase. Bon. Il y a aussi confusion entre bisexualité et infidélité. Par contre, ça c'est quand même la bonne nouvelle, je trouve que chez les plus jeunes, j'observe quand même que la jeunesse déconstruit fortement les pressions hétéronormatives et je trouve que la bisexualité ou la pansexualité, on n'a pas parlé de ça je pense encore aujourd'hui, déclarée ou réellement expérimentée m'a l'air d'être quand même beaucoup moins honteuse que chez les plus âgés. Donc la pansexualité, c'est, si vous prenez la racine pan, c'est-à-dire tout, c'est de pouvoir dire moi je peux être attiré sexuellement par toute personne, quel que soit son sexe, son identité de genre. Voilà, mais donc il n'est pas bien vu d'être bisexuel et il n'est pas bien vu d'être séropositif non plus dans les communautés LGBT. Je trouve que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Le VIH existe depuis des décennies, mais en 2022 encore, il y a vraiment des processus de stigmatisation et de discrimination des personnes qui vivent avec le VIH ou qui seraient identifiées comme telles. Et elle touche la sérophobie, comme on dit, est toujours très prégnante dans le milieu gay et HSH, donc des hommes qui ont de la sexualité avec d'autres hommes. Et elle touche malheureusement aussi, le VIH touche beaucoup les personnes trans, avec la sérophobie qui reste à la clé. La sérophobie, on la retrouve chez les soignants que vous êtes et que nous sommes, et donc c'est aussi quelque chose qui complique vraiment l'accès aux soins. Alors, un dernier coming out qui peut être parfois compliqué, c'est le fait que des personnes arrêtent leur démarche de transition et qu'elles fassent ce qu'on appelle une retransition, une détransition. De toute façon, les termes continuent à être créés. C'est des personnes qui parfois désirent revenir au genre qui leur a été assigné à la naissance, ou bien qui, au contraire, disent qu'elles changent, qu'elles redirectionnent leur transition vers un genre non-binaire. Ça a fait beaucoup parler dans les milieux psy. Je trouvais que c'était important de l'évoquer ici pour qu'on puisse en parler tranquillement. Alors, combien de temps, chef ? D'accord. Bon, j'avais collecté tout un tas de chiffres sur les soucis de santé mentale spécifiques chez les femmes lesbiennes et bisexuelles, chez les hommes gays et bisexuels, chez les femmes et hommes trans. Je n'ai pas trouvé grand-chose à propos des personnes intersexes, comme par hasard. Je vais squeezer ça, mais n'hésitez pas à questionner après si vous voulez. Et donc, on en vient aux questions que les professionnels que vous êtes peuvent se poser. Avec tout ça, est-ce qu'on doit toujours connaître l'identité de genre ou l'orientation sexuelle de ces patients ? Quel est l'intérêt de connaître ces aspects-là en termes de diagnostic ou de stratégie de soins ? Faut-il prendre en charge différemment, de l'accueil à la consultation, un patient issu d'une minorité sexuelle comparé à un patient non minorisé ? Est-ce que cela suffit d'explorer une fois ces questions lors de l'anamnèse ? Et que fait-on avec les personnes qui n'auraient pas osé dire les choses ou bien qui évolueront par la suite ? Suffit-il de savoir pour soi-même qu'on est ouvert aux minorités au cas où ? Ou faut-il le signifier aux patients bénéficiaires pour faciliter la parole sur ces sujets ? Et si oui, comment ? Comment une structure peut-elle faciliter l'abord de ces sujets par les intervenants et par les bénéficiaires ? Alors, j'ai quelques chiffres sur les difficultés d'accès aux soins de qualité des minorités en matière de santé mentale. Je les balance maintenant ou... Non ? Ok. Bon, beaucoup de patients évitent d'évoquer tout cela aux professionnels de la santé, ceci par honte, comme faire la transphobie intériorisée ou l'homophobie intériorisée, ou de peur de revivre des expériences transphobes ou homophobes déjà vécues. Dans le contexte des soins, voilà quelques chiffres que j'ai pu collecter. 34,7% des minorités sexuelles ayant fait leur coming out dans le contexte médical se sentent jugées par leur médecin. 17% des personnes interrogées ont été discriminées en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre par un professionnel de la santé dans leur vie.
Près de 60% des femmes lesbiennes ont peur d'être discriminées ou jugées en annonçant leur sexualité. 20% des mêmes personnes déclarent avoir déjà vécu des commentaires lesbophobes, des rejets ou des refus de soins dans l'espace médical. 14,3% des personnes des hommes gays ou bi préfèrent éviter les soins suite à des discriminations subies. La transphobie se traduit par un refus de soins, un manque d'écoute ou encore des postures jugeantes de la part des soignants. 38% des répondants ont vécu au moins une expérience négative, donc des répondants trans, liés à leur identité de genre avec un soignant. Donc vous pouvez évidemment imaginer que tout ça a un impact direct sur l'adhésion au traitement et sur les suivis médicamenteux s'il en est, que ça remet en question l'observance des traitements lorsqu'il y a un climat de méfiance et des pratiques de non-recours aux soins, alors ça c'est une des conséquences, qu'il y a des retards de prise en charge, des pathologies non soignées, etc. Les discriminations sont encore plus importantes lorsque les personnes cumulent les facteurs de vulnérabilité, par exemple le fait de ne pas bien parler la langue du soignant, le fait d'être travailleur ou travailleuse du sexe, le fait d'être séropositif. Donc il est très important d'avoir, pour nous professionnels, d'avoir en tête toutes les difficultés spécifiques dans la relation soignant-patient ou bénéficiaire de vos activités professionnelles et de porter une attention particulière à la mise en place d'un environnement de confiance avec les personnes. Voilà, ça me permet d'arriver à mon dernier point, qui est celui du coming out des soignants dans leurs équipes, parce qu'on oublie de parler de ça. Au regard de tout cela, quid de la reconnaissance de l'existence des soignants LGBT dans nos équipes, dans vos équipes, et de l'éventuelle richesse que ces personnes représentent? Et quid de la présence dans nos équipes de personnes issues des autres minorités et de la prise en compte des rapports sociaux de genre, de sexe, de race, de classe, dans la manière dont nous accueillons ces collègues et dans la manière dont nous accueillons nos bénéficiaires et dont les prenons en charge? Voilà.